Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau Comme Attitude, une émission qui va vous présenter les bonnes pratiques marketing, on va dire, donc on aborde plutôt les points de stratégie cette semaine. Merci à Sylvain pour l'inspiration. J'ai décidé de vous parler des types de communication que vous pouvez faire, que vous pouvez avoir en fonction de votre domaine d'activité, de votre marché, de vos produits, de vous-même. Voilà, on va pouvoir voir tout cela et parler plus globalement. On finira sur une communication, bref, la stratégie à proprement parler. Alors, quel type de communication faites-vous? C'est une question peut-être que vous vous posez même pas. Pourtant, quand on fait des études, d'accord, nous, on le voit beaucoup, justement, pour que tous ceux qui font appel à des pros, ça fait partie des choses que vous ne voyez absolument pas, mais qui sont des questions que l'on va se poser et sur lesquelles on va aller. Donc, il y a 4 familles de communication, de types de communication, qui sont la communication explicative, la communication démonstrative, la communication répétitive et enfin la communication de comparaison. Alors vous allez me dire, ok, mais au final à quoi est-ce que ça correspond? Je vous rappelle que si vous avez des questions, que ce soit sur le direct ou si vous regardez la vidéo après coup ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, vos remarques, on est là pour échanger sur les sujets. Donc comme son nom l'indique, c'est assez avancé vis-à-vis de tout cela. Excusez-moi, je ferme Facebook parce que j'ai plein de monde qui commence à me parler et c'est pas possible. On va venir forcément explicative, c'est assez explicite en soi. On vient expliquer, présenter les choses. C'est ce à quoi s'apparentera davantage la communication institutionnelle. L'idée, c'est simplement d'être vrai et de parler de façon factuelle des choses, de manière à les présenter. Vous avez également la communication démonstrative qui, elle, va beaucoup plus s'appliquer notamment aux communications produits, parce qu'elles vont venir donner les caractéristiques, démontrer une fiabilité par exemple, elles vont venir démontrer aussi un usage, pourquoi pas, tout ce qui va être démonstratif. Vous voyez, alors communication explicative, j'ai pas spécialement d'exemple, si ce n'est peut-être voilà, la pub qui va présenter tout simplement Soch, pour le reprendre, puisque je jouais beaucoup avec cette pub-là à l'époque. On présente un produit, on dit qu'il est terminé. La communication démonstrative, elle, va être beaucoup plus créative et a un certain avantage, c'est qu'elle a pour but de convaincre, véritablement, d'accord? La première, c'est plutôt d'informer. Cette deuxième, c'est plutôt de convaincre de sa qualité, de son unicité, de ses caractéristiques professionnelles, peu importe. Alors pour celle-ci, moi j'adore cette pub-là, et donc bon, il y a beaucoup ceux de ma génération ou éventuellement plus âgés qui conviendront. Je suis pas sûre que les jeunes se rappelleront de ça, mais c'était la pub de Superglue, celle où ils ont pendu le gars au plafond. Voilà, on est clairement dans la communication démonstrative puisqu'on fait une démo de son produit sur ses caractéristiques ou vis-à-vis voilà, de, je sais pas moi, son défilé, soit on va le montrer, soit on va vraiment démontrer ce que l'on va vendre, tout simplement. Et ce sera beaucoup plus appliqué au produit, bah, tout simplement parce que comment vous pourriez utiliser le démonstratif dans le but d'informer? Ce ne serait pas logique. Vous avez également une autre famille de communication que j'adore aussi, mais alors qui a l'art de nous taper sur le système. C'est la communication répétitive. La communication répétitive, elle, eh ben, comme son nom l'indique, c'est la répétition qui va créer l'ancrage. C'est celle qui nous saoule. Euh, Encore une fois, je prends les références de quand j'étais gamine. La pub Mercurochrome est le parfait exemple de la communication répétitive. C'est... Alors, pour le coup, on va en avoir plusieurs. Donc, la répétition, donc Mercurochrome, c'est la même pub, le même segment qui va passer plusieurs fois d'affilée
et qu'on va revoir, d'accord? Il n'y a pas plus démonstratif que ça, comme exemple. Mais vous avez aussi d'autres publicités. D'autres, Juvabien, c'est Juvamine, c'est là où j'allais venir. Donc vous allez pouvoir avoir des paroles répétitives au-delà d'une scénarisation complète. Avec Juvabien, si je vais bien, c'est Juvamine, on y est. C'est-à-dire que c'est le slogan qui va être répété plusieurs fois au sein même d'un même single. Oui, c'est ça, pardon. On va également avoir une répétition, alors certes pas forcément avec des mots, mais également avec des sonorisations. Donc tout ce qui va être répétition de musique, voilà, de générique, qui vont venir, là encore, travailler sur l'ouïe, d'accord? On est déjà dans le neuromarketing, comme vous le savez, c'est un truc que j'aime bien, parce qu'on vient faire appel à ces fameux sens-là. Alors pas sur la répétition, mais bien sur les sens, soit au niveau visuel, soit au niveau auditif. Attention, le chat passe. Ne renverse pas mon café, toi. Hein. Excusez-moi. En tout cas, la répétition, on arrive à la reconnaître, on arrive à la voir, et c'est quelque chose qui tape sur le système, c'est ce que je vous disais au départ, et qui, malheureusement, va quand même marcher. Parce que même si c'est négatif, elle reste là. Sylvain nous dit la pub Camol plus forte que la douleur avec le tabouret qui bouge tout seul. Tout à fait. On a plein d'exemples de communication répétitive qui vont nous revenir à partir du moment où on l'identifie. Et la dernière, excusez-moi, il y en a un qui vient participer au live comme d'habitude. Le dernier type de communication que l'on peut faire, c'est la communication de comparaison. D'accord ? Les assurances, l'agroalimentaire, ce sont des pros de la communication de comparaison qui ont pour but de travailler sur la comparaison, c'est-à-dire qu'ils vont afficher leurs prix et afficher en face les prix des concurrents pour prouver qu'ils sont le moins cher, ou alors qu'ils ont des caractéristiques techniques supérieures aux concurrents. Ça fait partie, même si celle-ci est beaucoup plus réglementée, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, comme ça je pourrais vous donner quelques explications sur la réglementation de cette communication de comparaison, mais ça fait également partie des types de communication que l'on va pouvoir venir faire pour des besoins spécifiques. Alors justement, quel type de communication faites-vous? C'était la question du sujet du jour, parce que bien souvent, on va essayer de s'identifier à un de ces 4 groupes. Et c'est là où je viens mettre un coup de pied dans la fourmilière et vous dire qu'il ne faut pas être d'un seul groupe. Ce n'est pas possible, pour la simple et bonne raison que selon l'objectif de votre communication, selon le marché, selon le produit, vous allez venir finalement toucher à chacune d'entre elles. Et c'est ce que je vous propose de voir également. En effet, la communication explicative serait-elle sur le développement d'une notoriété? On vient expliquer ce que l'on fait, on vient expliquer ce que fait notre produit, on vient en introduction auprès des gens pour leur présenter qui nous sommes et ce que nous faisons. Là, on est dans la communication explicative, qui va venir simplement donner une information. Ensuite, quand on a trouvé un client potentiel qui va un petit peu chercher des informations sur notre produit, alors que ce soit sur notre site web, que ce soit par téléphone parce qu'il va nous appeler directement pour avoir plus d'informations, on va se retrouver sur une communication plutôt démonstrative. L'idée étant de démontrer ce qu'apporte ou ce que va faire le produit ou le service que nous allons vendre. Donc on va utiliser la notion de communication démonstrative à ce moment-là. Parce que c'est logique, on ne va pas apporter une information, vague, d'accord? On va être dans la précision. Cette démonstration, elle vient apporter des précisions vis-à-vis du produit ou du service, et c'est quelque chose d'essentiel également pour pouvoir prouver que vous avez la bonne solution pour la personne qui visite. Et ça marche pour tout. C'est vraiment quelque chose d'important, ça va marcher sur tous les supports, à partir du moment où le support est fait pour. Ça va marcher pour les fiches produits, ça va marcher pour votre site internet, ça va marcher même pour les réseaux sociaux, selon l'objectif que vous avez. Si jamais vous présentez
votre entreprise, ce sera plutôt de l'institutionnel, donc de l'explicatif. Si vous présentez vos produits, ce sera beaucoup plus démonstratif. On va également venir travailler sur la répétition. Même si on n'est pas au stade de mercurochrome, la répétition fait partie vraiment du travail de mémorisation des consommateurs vis-à-vis de votre entreprise et de vos produits. Alors la répétition, certes, elle ne se fait pas comme les pubs dont on a pu parler en introduction, mais la répétition, on va la voir tout au long du parcours. Vous savez que je le dis souvent, j'en parle beaucoup, ce fameux parcours d'acquisition, le tunnel d'acquisition, puisqu'il ne s'agit pas toujours du tunnel de vente, tout dépend de votre objectif. Ce tunnel d'acquisition va venir faire la répétition. D'accord? Vous pouvez avoir quelqu'un qui va visiter votre page. Bon, il va s'inscrire à votre newsletter, donc vous lui envoyez un message de remerciement qui va à nouveau vous présenter, parce que c'est comme ça que ça se fait. Si je reprends l'emailing, durant l'échange que vous avez avec vos abonnés, vous allez leur donner certains contenus, vous allez leur présenter les produits. Ceux qui sont vraiment intéressés et qui vont cliquer sur le détail vont aller chercher la démonstration, les explications bien spécifiques vis-à-vis du produit. Et forcément, quand on va venir faire du mail marketing d'un point de vue euh, produit, eh bien on va venir sur ces différentes étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir une explication, présentation globale. On peut avoir un autre envoi qui va parler de démonstration, d'accord, où on peut faire une vidéo démonstrative, où on peut faire une page produit où on va venir pouvoir mettre son curseur sur chaque point qui va décrire la composition du produit, par exemple. On va venir dans la démonstration. À la suite de ça, vous voyez, je reprends juste l'emailing et on a ce découlé-là. Et on va revenir de temps en temps. Ah bah tiens, il y a un tel qui... Voici le retour de tel client. Ah bah vous avez plusieurs coloris aujourd'hui. Là, on est dans la répétition. Certes, pas identique, et c'est pas du phrasé qui va se répéter de la même manière, parce que d'ailleurs, c'est pas très recommandé aujourd'hui, mais on a une répétition parce qu'on va parler du même produit et qu'on va le présenter sous différents angles, on va l'aborder de manière différente et on est dans la communication répétitive à partir du moment où on va tenter de revendre la même chose. On a à la fois sur le même support, mais on va aussi avoir le multicanal, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la même situation où on va présenter son produit, on va le présenter d'une certaine manière par email, on va peut-être faire une publication, un article de démonstration qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Là, on est dans le multicanal qui va nous permettre d'aller toucher davantage de monde pour tenter de les convaincre habituellement. Et enfin, on va aussi, parfois, sur certains secteurs d'activité, ce dernier type de communication est quand même réservé à certains. On n'est pas tous à comparer, puisque vous le savez, je suis du genre à ne jamais me comparer et à pousser mes clients à ne jamais se comparer, puisqu'on est tous uniques. Malgré tout, la comparaison peut être un élément important pour votre audience de manière à faire la différence, d'accord? Pouvoir comparer les caractéristiques techniques, pouvoir comparer le prix, pouvoir comparer les effets, pouvoir comparer un certain nombre d'éléments peut aussi, malgré tout, et il faut quand même le garder sous le coude si votre domaine d'activité s'y prête davantage, à cette communication répétitive, de comparaison, pardon. Excusez-moi. Alors, Sylvain nous dit... Moi, la pub dont j'ai du mal à comprendre l'intérêt et que je trouve risqué commercialement, c'est si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. T'en penses quoi? Alors là, on est sur un type de communication, parce que j'allais y venir, c'est que ça, ce sont les 4 grandes familles, bien sûr, mais il y en a bien d'autres qui, avec le temps, se sont créer, vulgariser, diffuser, voilà, qu'on utilise bien plus. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle la communication de provocation. Le but, c'est de vous provoquer. Et en fin de compte, et là, on utilise les biais cognitifs et donc le neuromarketing à travers ces messages-là, c'est que comme on vous provoque, ça crée l'adhésion. Ça crée l'adhésion des gens qui se disent, s'ils nous proposent ça, c'est qu'effectivement, ça va être les moins chers, donc je vais aller chez eux. Le but est atteint, l'objectif est atteint, le principe de Leclerc quand il dit ça, et en plus de ça, il met un outil à disposition pour faire la comparaison, c'est pour provoquer les gens. Parce que finalement, quand on le voit, et si certains que vous croisez pouvaient vous répondre, bah si, mais voilà, leur slogan, je le trouve assez accrocheur, etc. Il
Il y en a combien réellement qui comparent? Moi, je le fais et je peux vous assurer qu'il est loin d'être le moins cher que partout. Et pour pouvoir, eh ben, il y en a, hein, notamment les papis-mamies, qui adorent passer leur temps à jouer avec ça et à se faire rembourser 2 fois la différence parce que oui, les produits vont être moins chers ailleurs parfois, sauf que, et c'est là où le jeu du marketing que je déteste le plus va entrer en ligne de compte, c'est que il ne l'applique pas sur les marques. D'accord? Il va vous dire oui, mais c'est pas le. En fait, nous, on a un produit, mais c'est pas de la même marque, mais on a un produit équivalent qui s'appelle les marques de distributeurs, qui, elle, va être moins chère. Donc, en fait, le produit proposé ne va pas être à marque égale. Et là, justement, je trouve que la communication de provocation va avoir ses limites. C'est parce que, du coup, quand on veut réellement le faire valoir, et si on joue le jeu qui est proposé, eh bien, on se retrouve facilement à être perdant parce que finalement, ce qui va être comparé va pas être le même produit, mais le produit de quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est se tirer une balle dans le pied parce que tu as des casse-bonbons qui vont chercher et sûrement trouver moins cher. Alors, oui, alors comme on dit, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais entre trois personnes qui vont trouver moins cher, sur lequel où ils vont réussir, parce que c'est ce que je disais juste avant, ils vont le comparer avec des produits, donc on dit MDD, marque de distributeur, euh, et donc pas du tout à marque égale, d'accord? Si c'est un produit de marque et que le produit de marque est moins cher ailleurs, eux, ils vont vous vendre l'équivalent qui sera moins cher en disant non, mais notre comparaison, elle n'est pas sur marque égale, elle est sur produit égal. Donc forcément, ils arrivent à déjouer le système vis-à-vis de ça. Et puis, bah, surtout, comme je le disais, il y en a beaucoup qui, parce que ce sont des biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis du cerveau, et qui ont cette conclusion-là de dire, s'ils se permettent de le dire, c'est qu'ils auront les prix les moins chers et qu'ils vont pouvoir le justifier. Donc, je ne me prends pas la tête et j'y vais directement. Et pour 0,2%, je suis large, hein, je suis généreuse, qui vont jouer le jeu de je compare, ils en ont 99,98% qui vont aller acheter chez eux. Donc là, c'est aussi une notion de rentabilité et c'est la notion de risque, d'accord? L'étude du risque va être, et puis dans ce genre de groupe agroalimentaire, on va le justifier, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes qui viennent mesurer le risque, d'accord? Et qui vont pouvoir donner leur feu vert ou pas sur ce type d'approche. Si ils ont donné les approches, c'est qu'ils ont fait, donc avec des statisticiens sans doute, un certain nombre d'analyses et d'études pour justifier que bah, si on a 0,02% de la population qui va jouer le jeu de la comparaison, on en a 99,98 qui vont pas jouer le jeu et qui vont venir grâce à cette provocation. Donc là encore, on se retrouve avec, donc comme je le disais, des types de communication qui vont venir s'ajouter. Moi, celle que je promeus le plus, c'est la communication sociale. Parce que je trouve que, alors social, c'est pas du tout le fait de faire des prix au rabais, hein, d'accord? C'est le fait d'avoir du lien avec les autres. Et le fameux nurturing content, vous m'entendez souvent en parler, c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est le fait d'être au plus près des gens pour pouvoir répondre à leurs besoins réels. Parce qu'aujourd'hui, surtout chez les petits entrepreneurs et les petites entreprises, si on n'est pas en réponse à un besoin ou à un problème, on risque d'avoir beaucoup plus de mal de démarrer. Vous voyez, l'une de mes offres phares, qui est celle qui existe depuis 10 ans, c'est l'offre Start Me Up, pour laquelle c'est un pack qui comprend tout. La stratégie, l'identité de l'entreprise et ses supports de communication. Site internet, plaquettes, carte de visite, tampons, enfin tout ce qui est administratif, et les images pour les réseaux sociaux. Je fais tout ça à un prix plus qu'abordable, parce que pour moi, c'est les essentiels. Comme je le dis, et comme vous m'entendez souvent le dire, c'est très souvent qu'il vaut mieux ne pas communiquer que mal communiquer, parce que mal communiquer peut vraiment vous handicaper et vous tuer carrément votre entreprise. Donc le principe de l'offre, de cette offre-là que j'ai créée il y a 10 ans, c'était de répondre à ce besoin-là, plutôt que les gens aillent faire une communication qui soit faite soi-même, hein, qu'on reconnaît bien quand même, euh, la personnelle et qu'on va essayer de faire sur PowerPoint, euh, quand on n'a pas les talents de créateur, forcément, ça va vous desservir. Et c'est pour ça que j'ai créé cette offre-là, qui est celle qui dure depuis le début.
Hem, Dernier point qui sera un peu plus élargi vis-à-vis de tout cela, c'est plutôt par rapport à une stratégie. Parce que oui, les types de communication, comme vous aurez pu le comprendre à travers ce live, ça va avoir une notion stratégique. Vous allez faire le choix de telle communication ou telle communication. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la stratégie de communication, elle doit se faire dans la continuité. D'accord? Comme je le dis, le multicanal, c'est pas pour rien. Pas le cross-canal, on n'est pas dans la répétition à ce point-là. Ça nous dessert plus qu'autre chose, mais le multicanal, le fait de suivre le parcours client, va être très important. La différenciation, comment se différencier vis-à-vis des autres. La clarté, plus on va être clair et transparent, plus ça va avoir un impact, d'accord? Et tout ça, on va le rentrer dans les fameux types de communication qu'on a. On a également le réalisme. Ça va être quelque chose d'essentiel aussi, notamment dans les exemples qu'on va pouvoir donner sur la démonstration. Essayer de rester réaliste et pas de tirer voilà, les épingles. Enfin, comme je le disais, même si on était sur de la communication démonstrative avec Superglue, euh, c'était pas réaliste de coller quelqu'un au plafond. Par contre, alors, juste pour vous rassurer, sur les publicités comme ça, on a le BVP, le Bureau de vérification des publicités, qui vient faire son job, et ce type de communication démonstrative est obligatoirement assermenté, j'ai envie de dire, validé par un huissier. Ça veut dire que même si le gars, il a tenu que 2 secondes, il a été obligé d'être réellement collé au plafond et d'avoir tenu un certain temps. Alors après, j'ai pas les grilles des évaluations, mais sachez que toutes les publicités que vous voyez à la télé, surtout, vont être validées par le bureau de vérification des publicités et absolument verrouillées d'un point de vue légal et pour être absolument vraies. Donc tout ce que vous voyez, c'est quelque chose de réel qui a réellement été validé par un huissier. Petite fermeture de parenthèse. Votre stratégie, elle doit aussi rester déclinable, c'est ce qu'on a vu, le fait de le publier de manière différente et de faire du multicanal, en cohérence bien évidemment, et enfin, être basé aussi sur l'acceptation de vos futurs clients et de votre communauté. Si vous sortez un truc tellement gros que personne n'y croira, on va venir entacher notre crédibilité. Donc le principe, c'est aussi d'aller sur des objectifs et des communications qui vont être réelles et entendues par autrui. Ça reste quand même quelque chose de très simple. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir vous présenter comme live sur cette thématique pour les jours à venir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous aussi, vous avez adoré la publicité qui collait la personne au plafond de Superglue, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye.